Il a répondu, il faut bien comprendre que lorsque vous cherchez les communistes pour les anéantir, vous ne les voyez jamais. Quand vous les voyez, vous êtes cerné de toutes parts et vous ne pouvez rien faire. Sous les ordres de Lim Piao, le plus jeune et le plus talentueux commandant de Mao, les communistes attaquent Tianjin, le port principal de la Chine du Nord, à une centaine de kilomètres à l'est de Pékin. La résistance nationaliste s'effondre. Sur le pont principal de la ville, les troupes de Lin retrouvent les armées communistes venues du sud. Elles ont maintenant 1 million d'hommes pour assiéger Pékin. En janvier 1949, Pékin capitule sans livrer bataille. Parmi la foule en liesse, peu de gens ont une idée précise du programme communiste. Mais la plupart croient que ça ne pourra qu'être meilleur que le régime nationaliste. Nous étions tous très excités. Nous allions fonder un État nouveau. C'est difficile de décrire nos sentiments à ce moment-là. Non seulement nous étions arrivés à Pékin, mais nous habitions sur les collines parfumées, si belles. Ma famille a sacrifié sa vie à la guerre, en particulier mon père et mon oncle. Mais ce sacrifice n'a pas été inutile puisqu'il a finalement mené à la victoire. Nous ressentions la joie d'être vainqueurs. Un mois plus tard, une fois la ville totalement sécurisée, Mao et les autres dirigeants arrivent. Dans la Chine du Sud, toujours sous contrôle nationaliste, Chiang Kai-shek, avant de préparer sa fuite vers Taïwan, fait une dernière visite nostalgique à Ningpo, sa terre natale. Les gens avaient perdu toute confiance dans les nationalistes. Les cigarettes ou le savon remplaçaient l'argent et servaient de monnaie parallèle. Plus personne ne gardait d'argent en espèces, donc l'inflation explosait. On n'avait même plus le temps d'imprimer de nouveaux billets. On les tamponnait, simplement. Un billet de 1 yuan devenait 10 000 yuan. Le lendemain, on les tamponnait à nouveau, et 10 000 yuan devenaient 1 million. Entre le moment où les hommes recevaient leur salaire dans la matinée et l'après-midi, où ils pouvaient faire leurs achats, les prix étaient déjà montés en flèche. En avril, une armada de jonques traverse le Yangtze, transportant les armées communistes qui partent à la conquête du Sud. Un mois plus tard, Shanghai, la seconde ville de Chine, capitule. Le nettoyage va durer encore 1 an, mais pour l'essentiel, la guerre civile est terminée. Le 1er octobre 1949, dans l'après-midi, les dirigeants du pays, que le monde va appeler la Chine rouge, se rassemblent à la porte de la paix céleste, surplombant la place Tiananmen. De là, ils proclament la fondation de leur nouvel État communiste.
Après cet avertissement contre la reconnaissance d'un régime nationaliste à Taïwan, le défilé déploie la force armée du nouvel État. Tout l'armement exhibé a été pris à l'armée nationaliste. Le défilé aérien est assuré par des pilotes nationalistes ralliés à la cause communiste, dans des avions fournis par le gouvernement américain pour aider Chiang Kai-shek. Tout cela pour impressionner l'Occident, mais aussi Moscou. C'est à ce moment que Mao a émis l'idée de pencher d'un côté. Le but essentiel de cette politique était d'établir de bonnes relations avec l'Union soviétique. Ce qu'on craignait le plus après la victoire de la Révolution, c'était que personne ne reconnaisse le nouveau gouvernement chinois. Cet hiver-là, Mao se rend à Moscou. Pendant plusieurs semaines, Staline le fait lanterner. Jusqu'à ce que Mao finisse par exploser. Tout ce que j'ai le droit de faire ici, c'est dormir, manger et chier. Puis les deux pays signent un traité d'amitié et la lune de miel commence. Quatre mois plus tard, la nouvelle alliance est mise à rude épreuve. Poussée par Staline, la Corée du Nord attaque la Corée du Sud, déclenchant une intervention américaine massive. Pour les Nord-Coréens, c'était une question de vie ou de mort. C'était nos voisins, nous avions des relations amicales, il était donc de notre devoir de les aider. En octobre 1950, les ainsi nommés volontaires chinois commencent à traverser la frontière. Ils subissent de lourdes pertes. De peur de déclencher une guerre soviéto-américaine, Staline refuse de fournir la couverture aérienne promise. Nous n'avions qu'une armée pour affronter les leurs. Ils avaient leur force aérienne, leur marine et leur infanterie. Nous n'avions que des troupes terrestres. Ils avaient des milliers d'avions qui nous bombardaient. Et sur terre, lorsqu'ils avançaient, ils avaient des chars pour les soutenir. Nous n'avions rien de tout cela. En hiver, par moins 30, nos soldats n'avaient qu'une casquette légère et des chaussures de toile. Il y avait donc beaucoup d'engelures. Comment pouvaient-ils gagner dans ces conditions? Eh bien, ils enveloppaient leur tête avec des serviettes pour protéger leurs oreilles. Ils rembourraient leurs pantalons avec le matelassage de leur couette, avec de la paille et du coton, et ils ont gagné. Bref, ils étaient incités à faire preuve d'initiative et à vaincre leurs difficultés tout seuls. 3 mois plus tard, les Chinois repoussent l'armée américaine jusqu'à Séoul, dans le sud. Le principe de Mao Tse-tung était que tout en anéantissant l'ennemi, nous devions préserver nos propres hommes. On faisait très attention à la vie de nos troupes. Les troupes chinoises ont leur pin-up.
Les GI aussi. Pour le corps expéditionnaire américain, la guerre ne se passe pas très bien. En 1953, les deux camps en ont assez. Après 3 ans de combat, la frontière lors de l'armistice est pratiquement celle du début de la guerre. Apparemment, l'effusion de sang n'a rien changé. Avant de partir, les Chinois camouflent leurs armes lourdes, au cas où... Cependant, pour Mao, politiquement, la guerre de Corée est un succès éclatant. La Chine a résisté aux États-Unis, le pays le plus puissant du monde. Elle peut garder la tête haute. Mais la victoire a un prix.